Bien, donc bienvenue pour ce nouveau chapitre, donc chapitre intégration. Euh, il faut que vous révisiez ce que vous connaissez déjà sur l'intégration, c'est-à-dire les calculs de primitives et d'intégrales, donc tous les outils que vous avez vus au premier semestre, comme les intégrations par partie, les changements de variables, les primitives de fonctions de la forme l'inverse d'un polynôme du second degré, et connaître les primitives de référence. Alors l'objectif de ce chapitre, ça aurait été de donner une définition rigoureuse de l'intégrale et de prouver proprement les outils de calcul d'intégrale. Alors ici, on va admettre la définition rigoureuse de l'intégrale. Vous pourrez retrouver un poly en ligne qui le détaille. Ici, on va l'admettre pour gagner un petit peu de temps. Et donc, on va juste refaire un point sur l'intégrale. On va voir quelques nouveaux théorèmes et on va voir aussi des théorèmes que vous connaissez déjà pour essayer de rendre tout ça un peu plus rigoureux. Donc, dans tout ce chapitre, sauf mention contraire, on prendra grand I égale AB, un segment de R avec A plus petit que B. Voilà. Donc, premièrement, donc on vient de dire on va admettre la construction de l'intégrale. Ça veut dire que l'on va admettre que si je prends f une fonction continue sur le segment AB, on peut lui associer un nombre qu'on appelle l'intégrale de a à b de f, ou alors l'intégrale de a à b de f de x dx si on veut mettre une variable. On aurait pu aussi dire l'intégrale de a à b de f de t dt. On peut évidemment la variable qui est là est muette, c'est d'ailleurs pour ça qu'ici qu'on peut l'écrire même sans variable du tout. Qui vérifie la proposition numéro 1, c'est-à-dire que toutes ces propriétés-là, on ne va pas les démontrer, on admet que l'intégrale elle existe et qu'elle vérifie ces 6 propriétés. Alors quelles sont ces 6 propriétés? Donc, des propriétés que vous connaissez déjà. La propriété numéro 1, c'est que si je prends deux fonctions f et g et un lambda, l'intégrale est linéaire, c'est-à-dire que l'intégrale de a à b de lambda f plus g, vous pouvez dire que c'est lambda fois l'intégrale de a à b de f plus l'intégrale de a à b de g. Après, il y a la positivité. Si f est positif, alors l'intégrale de a à b de f de t dt est positive. Et ça demande que A soit plus petit que B, ce qu'on a précisé un petit peu avant. Pareil, la croissance, si f est plus petite que g, donc c'est plus général que le point numéro 2, si f est plus petit que g, alors l'intégrale de a à b de f est plus petite que l'intégrale de a à b de g. Ça, encore une fois, ça demande que A soit plus petit que B. La quatrième propriété que vous connaissez aussi, c'est Schall. Si vous prenez un autre point dans le segment et que vous voulez calculer l'intégrale de a à b de f, vous pouvez toujours dire que c'est l'intégrale de a à c de f plus l'intégrale de c à b de f. Vous voyez, vous coupez votre intégrale en deux et vous faites intervenir un point c au milieu. Le point numéro 5, c'est l'inégalité triangulaire. Si vous calculez l'intégrale en valeur absolue, donc c'est-à-dire la valeur absolue de l'intégrale, vous pouvez dire que c'est inférieur ou égal à l'intégrale de la valeur absolue. C'est pareil pour le même résultat d'ailleurs pour les sommes. La valeur absolue d'une somme, c'est plus petit que la somme des valeurs absolues, ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Et ici, on a conservé le même nom que pour l'inégalité triangulaire pour les sommes, parce que c'est le même résultat. Enfin, si vous intégrez une fonction constante, donc ici vous voyez, j'ai pris une fonction constante égale à lambda. Si vous voulez l'intégrer, vous pouvez directement dire que c'est la constante, lambda, fois b-a. b-a, c'est la longueur de l'intervalle. Si vous avez ici a et ici b, eh bien, et que vous intégrez une fonction constante égale à lambda, eh bien l'intégrale, c'est l'aire sous la courbe, et donc c'est la longueur, c'est la hauteur, lambda, fois la longueur, et ici la longueur c'est b moins 1. Donc on peut aussi intégrer des fonctions constantes. Donc cette proposition numéro 1, on l'admet parce qu'on gagne un petit peu de temps. Si vous voulez comprendre d'où sort cet objet intégral et du coup d'où viennent cette proposition numéro 1, vous irez voir le poly qui est en ligne. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est on va regarder la proposition numéro 2. Donc la proposition numéro 2, elle nous parle d'intégrale de fonctions positives. Donc si on prend une fonction f qui est continue, parce que là dans le cours on ne parlera que de fonctions continues, on vous dit si la fonction f elle est positive, donc positive et continue, et s'il existe un point x0 dans l'intervalle qui est strictement positif, alors l'intégrale est strictement positive. Donc faites attention, pour appliquer ce point-là, il y a trois hypothèses. La fonction est continue, la fonction est positive, et il existe au moins un point, alors il n'y en a pas forcément un seul, mais il en existe au moins un, tel que son intégrale est strictement positif. Et le point numéro 2 vous dit que si la fonction f est toujours positive, mais que par contre son intégrale est nulle, alors vous pouvez en déduire qu'elle est nulle sur i. On va démontrer cette proposition. Donc, pour la démontrer, je vais commencer par faire un petit dessin. Donc, je vais faire un dessin de la fonction. Hop. Donc ici, il y a le point A et le point B. Donc je dessine une fonction. Alors la fonction f, elle est positive, mais elle peut s'annuler. Donc par exemple, je vais faire un truc qui s'annule comme ça.
Puis là, je vais faire un truc, tac, tac, puis admettons qu'après elle s'annule. Donc on me dit, il existe un point x0, je vais prendre lui par exemple. x0 il est là, f de x0 il est en ordonnée, donc il est bien strictement positif sur mon dessin. Et donc l'intégrale, qui est en gros l'air sous la courbe, même si on ne sait pas trop ce que ça veut dire l'air sous la courbe, ici on va démontrer qu'elle est strictement positive. Donc pour faire ça, je vais, donc, démonstration, une de mes hypothèses c'est que f est continu. Et comme j'ai un point x0 particulier, je vais écrire la continuité de f en x0. Donc ça veut dire quoi que f elle est continue en x0? Ça veut dire que f de x tend vers f de x0 quand x tend vers x0. Ça, je peux l'écrire avec des quantificateurs. Si je me fixe un epsilon, alors pour l'instant, je ne vais pas dire quel epsilon je vais prendre, mais on verra ça plus tard. Je peux dire il existe delta strictement positif, c'est que pour tout x appartenant à i, si x est suffisamment proche de x0, donc c'est-à-dire x moins x0 en valeur absolue est plus petit que delta, je veux que ça implique que f de x soit majoré entre f de x0 plus epsilon et f de x0 moins epsilon. Donc je vais dessiner f de x0 plus epsilon et f de x0 moins epsilon, donc c'est quelque chose comme ça. F de x0 plus epsilon et en bas f de x0 moins epsilon. Et moi ce que j'aimerais maintenant c'est réfléchir à quel x et à quel epsilon prendre pour que ça soit sûr d'être positif, f de x0 moins epsilon. Et donc par exemple, si je prends epsilon égale f de x0 sur 2, et bien ici j'aurai f de x0 moins epsilon, donc f de x0 sur 2, et j'aurai plus que f de x0 sur 2, qui sera strictement positif. Donc, je vais l'écrire comme ça. Quel que soit x appartenant à i, x moins x0, inférieur ou égal à delta, avec le delta qui est là, implique f de x, il est supérieur ou égal à f de x0 moins epsilon, et avec ce choix d'epsilon, ça me fait f de x0 sur 2. Est-ce que j'ai le droit de prendre ce epsilon là? Oui, je peux prendre n'importe quoi comme pour epsilon tant que c'est strictement positif. Et ici, f de x0 il est bien strictement positif, quand je le divise par 2, évidemment il reste encore strictement positif. Donc à partir de là, je vais compléter sur mon dessin le delta. Donc il existe un delta tel que quand x est suffisamment proche de x0, f de x est supérieur ou égal à f de x0 moins epsilon, donc ici il y a cette valeur là. Et donc par exemple, je peux dire que delta, ici j'ai x0 plus delta, et ici j'ai x0 moins delta. Et donc, sur tout cet intervalle là, la fonction f, elle est supérieure ou égale à la barre verte. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction g qui va être plus petite que g, mais dont je vais à démontrer que son intégrale est strictement positive. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre g la fonction nulle qui est comme ça. Entre a et x-0, je vais prendre la fonction nulle. Entre x0 moins delta et x0 moins delta sur 2, je vais monter comme ça jusqu'à la barre verte. Entre x0 moins delta sur 2 et x0 plus delta sur 2, je vais être constant. Et enfin, entre x0 moins delta sur 2 et x0 moins delta, je vais redescendre à 0 pour finir constant. Donc là, ce que j'ai dessiné en noir, c'est une certaine fonction g. En rouge, il y avait la fonction f. Et en or, il y a la fonction g. Donc ici, ce que je n'ai pas encore mis, c'est que ici, je monte à x0 moins delta sur 2. Et ici, je redescends à x0 plus delta sur 2. Hop. Voilà. Et donc du coup, ici, j'ai créé une fonction g. Et g, elle est plus petite que f. Pourquoi elle est plus petite que f? Parce que avant x0 moins delta, elle est nulle, mais la fonction f, elle est positive. Donc j'ai bien g plus petit que f sur ce morceau-là. Et sur x0 plus delta b, g est nul, et donc du coup f qui est positif, elle est au-dessus. Et entre x0 moins delta et x0 plus delta, la fonction f, elle est au-dessus de x0 moins epsilon, tandis que la fonction g, vous voyez, elle est en dessous de x0 moins epsilon. Peut-être qu'elle vaut x0 moins epsilon, f et g, et c'est pour ça que je mets un inférieur ou égal.
Et donc du coup, ça me permet de dire que si j'intègre, l'intégrale entre a et b de f est supérieure ou égale à l'intégrale entre a et b de g. Et maintenant, je vais essayer de démontrer que cette valeur-là est strictement positive. Pour ça, il y a des bouts qui ne m'intéressent pas sur g. Vous voyez, g elle est nulle entre x0 moins delta, entre a et x moins delta. Ici, elle monte, mais je ne sais pas quel genre d'intégrale, donc je vais découper par châle. Je peux dire que l'intégrale de a à b de g, c'est l'intégrale de a jusqu'à x0 moins delta sur 2 de g, plus l'intégrale de x0 moins delta sur 2, x0 plus delta sur 2 de g, plus l'intégrale de x0 plus delta sur 2 AB de g. Mais g, elle est positive. Donc ce bout-là et ce bout-là, ils sont positifs. Donc si je continue à minorer l'intégrale de f, je peux donc dire que l'intégrale de a à b de f, c'est supérieur ou égal à l'intégrale de x0 moins delta sur 2, x0 plus delta sur 2, de g. Pourquoi? Parce que ces bouts-là sont positifs. Donc ça, c'est plus grand que celui-là. L'avantage de faire ça, c'est que g, elle est constante sur ce bout-là. G, elle n'est pas constante sur le segment AB, mais elle est constante sur x0 moins delta sur 2, x0 plus delta sur 2. Donc puisqu'elle est constante, je sais calculer son intégrale sur cet intervalle-là. C'est la valeur de la constante, ici f de x0 moins epsilon qui vaut ici f de x0 sur 2, avec le choix qu'on a fait d'epsilon. C'est la valeur de la constante fois la longueur d'intervalle. Donc c'est-à-dire le b, enfin la borne supérieure d'intégrale moins la borne inférieure. Et ici ça moins ça vaut delta. Et donc ici, f de x0 il est strictement positif, delta est strictement positif, donc ça c'est strictement positif. Donc j'ai bien démontré que l'intégrale de a à b de f est bien supérieure ou égale à une quantité qui elle-même est strictement positive. J'ai donc bien démontré que l'intégrale de a à b de f est strictement positif. Alors maintenant, du coup, on a démontré le point numéro 1 et j'ai démontré le point numéro 2. Alors le point numéro 2, en fait, c'est la contraposée du point numéro 1. Si f est positive et son intégrale est nulle, ça veut dire que je n'ai pas cette propriété-là. Et si je n'ai pas cette propriété-là, par contraposée, c'est que je n'ai pas tout ça. Donc ça, je vous rappelle, la contraposée, c'est quand P implique Q, alors non Q implique non P. Si ça, j'appelle ça P, et si ça, j'appelle ça Q, ici, je peux dire que quand l'intégrale de A à B de F égale à 0, je peux donc dire en particulier que j'ai... Alors, non... Alors, je n'ai peut-être pas pris les choses dans le bon sens. Ici, je peux appeler P et Q. Donc, le point numéro 1, c'est... La propriété numéro 1, c'était P implique Q, avec P qui vaut ça et Q qui vaut ça. Comme ici, j'ai l'intégrale de F qui vaut 0. Ici, c'est non Q. Et donc, si j'ai non Q, je ne peux pas avoir... J'ai forcément non P. Donc, tout ça, c'est censé être faux. Sauf que F, elle est positive, ici. Donc, c'est forcément ce bout-là qui est faux. Donc, si ce bout-là est faux, si je suis en train de démontrer le point numéro 2, donc par contraposé, je peux dire que tout ça, c'est faux. Et donc, la négation de s'il existe x0 tel que f de x est strictement positif, son contraire, c'est pour tout x0 appartenant à i, f de x0 est inférieur ou égal à 0. Ça, c'est la négation d'un il existe, c'est un pour tout, et je nie la propriété qui est là, donc le contraire d'un strictement positif, c'est être négatif. Mais je sais que f, elle est positive. Donc je sais d'autre part que f de x0, elle est positive. Donc f de x0, il est compris entre 0 et 0, et donc si au lieu de l'appeler x0, je l'appelle x, pour tout x appartenant à i, eh bien, j'ai donc f de x qui est compris entre 0 et 0, donc qui vaut 0. Et ça prouve bien que f, elle est nulle sur i. Et voilà, ça démontre le point numéro 2. Le point numéro 2, il est plus simple à démontrer parce que c'est juste la contraposée du point numéro 1. Encore une fois, si les raisonnements par contraposée ne vous semblent pas clairs, allez les réviser. Si vous avez oublié comment on nie un il existe, allez le réviser parce que ici, c'est le genre de démonstration où on en a besoin. Voilà, donc c'est tout pour cette première partie.